prendra tout simplement le nom de la maison et deviendra ainsi le Chéri Rocher que nous retrouvons encore de nos jours. En fait, Chéri Brandy voulant tout simplement dire liqueur de cerise, quoiqu'ils ont refabriqué un Chéri Brandy avec la même formule. Cave voûtée qui date du XVe siècle, puisque construite entre les années 1480 à 1490. À l'origine, c'était un ancien couvent, cave semi-souterraine à température constante, été comme hiver, environ 16 degrés. Alors pour l'historique, Barthélemy Rocher, le fondateur de la maison, était originaire de Pierrelatte. À la mort de ses parents, très jeune, il vient se réfugier à la côte Saint-André chez son oncle qui était prêtre dans son monastère. C'est la seule partie qui en subsiste. Il apprend ainsi les secrets de la botanique de la distillation. Donc au début, ces liqueurs ne sont que des potions non sucrées qui servaient à soulager les malades de l'hospice de la côte Saint-André. Voilà, puis Barthélemy Rocher a eu l'idée de génie d'abaisser le taux d'alcool de ces potions, de les sucrer. Alors sans le savoir, il vient d'inventer la liqueur, qui avant donc n'existait pas en France. Il n'y avait que des breuvages au goût très amer, voilà, à but médicinal, et évidemment, il a eu beaucoup de succès. À chaque événement de l'histoire, on lui commandait une liqueur. Là, vous avez la boucheuse qui permettait de mettre le petit bouchon en liège. Voilà, une tireuse remplisseuse, donc elle représentait un progrès, puisqu'elle permettait de remplir 6 bouteilles à la fois, alors qu'au début, c'était bouteille par bouteille avec un entonnoir. Tandis que de nos jours, nous avons 2 tireuses remplisseuses composées de 16 becs qui tournent sur elles-mêmes et qui permettent de remplir entre 3000 et 5000 bouteilles, mais à l'heure, étiquetées, capsulées, palettisées. Voilà, les cuves que nous appelons des foudres à partir de 2000 litres sont en chêne d'Europe centrale. Pourquoi en chêne d'Europe centrale? Parce que dans ces pays-là, le bois pousse plus lentement, il est plus serré et de ce fait plus résistant. Voilà, absence de nœuds. Voilà, le volume de chaque foudre est indiqué. Vous voyez par exemple, ceci peut contenir 2983 litres, d'une hauteur d'1,74 m. Elles étaient numérotées. Ceci porte numéro 15, vous voyez, par ici, messieurs, dames. Ceci est même signé. Voilà, vous pouvez voir Durand, là. Alors, tout est vide. Maintenant, les foudres que nous utilisons sont en inox. Elles peuvent contenir plus de 30 000 litres, alors il n'y a plus de perte d'alcool, plus facile d'entretien, et surtout, ça correspond plus à la norme européenne. Mais c'est beaucoup moins esthétique, évidemment. Contenir 32 400 litres, d'une hauteur de 2,78 m, montée en 1904 sur place. Voilà, en face, ce sont des extraits. Comme on consomme moins de liqueur, il travaille également pour l'agroalimentaire, les pâtisseries industrielles, telles Nestlé, Vandame, Lindt. La production actuelle n'a plus rien à voir avec celle seulement d'il y a 20 ans. Voilà, pour pouvoir subsister, il faut absolument diversifier. Voilà, vous prenez le Savane de Brossat, par exemple, parfumé à l'orange, c'est Chéri Rocher qui fabrique l'arôme orange. Il travaille également pour Yves Rocher, il travaille pour l'abricot. Également pour certains arômes pour les savonnettes, les parfums pour les savonnettes, entre autres. Ce ne sont pas des arômes artificiels, ce sont des vrais fruits, des vraies plantes. Voilà, c'est une machine unique au monde, inventée par un membre de la famille Rocher dans les années 60. C'est l'égueuteuse. Voilà, elle servait à couper les queues des cerises à 1 cm. Pour le côté esthétique, voilà, tout simplement. Maintenant, soit on les laisse, soit on les enlève. Pour les liqueurs, on procède à un premier triage. On calibre, c'est le côté esthétique, c'est-à-dire que les fruits sont tous de la même grosseur. On les met macérer, on rajoute le sucre, on remet dans des bacs de macération, on procède à un deuxième triage, on rajoute une infusion qu'un particulier ne peut pas créer puisqu'il s'agit du jus de plusieurs variétés.
qui avait été créé pour soigner les blessures occasionnées par les premières armes à feu sur les champs de bataille, d'où son nom. Voilà, issu de la macération, de la distillation de 33 plantes fraîches. Voilà, si vous avez mal au cœur, mal au ventre, en application locale, si vous avez un blu. Vous voyez, vous prenez le massis, c'est l'écorce à noix de muscade, alors je ne sais pas dans quoi ça rentre. Hein. La verveine, écoute, vous voyez, il faut frotter parce que ça fait longtemps qu'elles sont là-dedans, on sent bien, vous voyez. Ah ouais, ah ouais. Les fèves de tonka, l'arquebuse, il y a 33 plantes, dont le coquelicot, la valériane, le vulnéraire, le thym. Alors les publicistes étant des pacifistes, essayaient de revenir tous les États du monde autour d'une table avec la menthe pacifique pour essayer de faire la paix, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Et de regarder un petit peu les couleurs, une affiche qui date pratiquement de 100 ans, ça n'a pas bougé. Vous voyez, C'était pas assez bourré. regardez, en conciliation avec la menthe pastille, le pape Pie X, Victor Emmanuel. Marine est la plus nombreuse et pour cause à menthe pastille. Je crois que les personnages sont décrits là-dessus. Repopulation du Sahara avec la menthe pastille. C'était Jacques Le Baudis, c'était un illuminé qui s'était couronné empereur du Sahara, parce qu'il était couvert d'être, mais évidemment on l'avait vite rapatrié. Là, c'est donc les présidents américains par intérim, parce que le vrai venait de se faire assassiner. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Les Amis des Antonins, donc l'association qui fait visiter le site depuis les années 80 et en particulier le trésor. Donc on est ouvert au groupe toute l'année et pour les particuliers d'avril à octobre, tous les jours sauf le lundi et le mardi. Alors nous allons faire une visite découverte. Nous commençons donc la visite devant la façade principale de l'église abbatiale. Ensuite nous entrerons, je vous parlerai du personnage principal de cette abbaye, Saint-Antoine l'Égyptien, et de l'ordre des Antonins. Nous irons voir une chapelle, puis nous poursuivrons jusqu'aux reliques de Saint-Antoine et on finira la visite par le trésor de l'église abbatiale. Donc on commence tout de suite par parler de l'église abbatiale. C'est une église qui a été construite sur 300 ans, du XIIIe siècle au XVe siècle. Donc ça a été très long.
Elle a été réalisée en pierre de molasse, c'est pour ça qu'elle a un aspect assez abîmé. La molasse, c'était la pierre qu'on exploitait à l'époque, la pierre du pays. Cette pierre, elle a un défaut, c'est qu'elle absorbe beaucoup l'humidité. Elle développe parfois un champignon du lichen à sa surface. C'est toutes les taches noires et blanches que vous voyez. Et ce lichen, en séchant l'été, il effrite la pierre et même parfois elle se délite de l'intérieur. Donc c'est le gros souci et vous voyez que ce qui rythme à la verticale la façade, les contreforts, sont plus en avant et encore plus soufferts que le reste de la façade. Au Moyen-Âge, il faut savoir que toute la façade était recouverte d'un badigeon argileux qui teintait la pierre en ocre et en même temps qui la protégeait un petit peu, qui l'imperméabilisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La deuxième raison au fait que cette façade soit relativement abîmée, c'est dû aux guerres de religion, je vais en parler souvent. Ici, au milieu du XVIe siècle, il y a des troupes armées protestantes qui vont venir plusieurs fois sur le site. C'est le baron des Adrets, de son vrai nom François de Beaumont, souvent on le connaît dans toute la vallée du Rhône, qui va sévir aussi à Saint-Antoine-l'Abbaye. Donc, qu'est-ce qui va se produire ici? Le témoignage est au niveau des sculptures. Il nous reste 82 sculptures dans les 3 voussures du portail principal. Et regardez, celles du bas sont décapitées. Les premières, la plupart ce sont des anges. On voit que les premières sculptures sont décapitées. Les niches du bas sont vides, donc probablement que les sculptures ont disparu au milieu du XVIe siècle pendant cette période trouble. On sait que la toiture a été incendiée, que certains arcs-boutants ont été brisés, que toutes les richesses et le trésor ont été pillés à cette période-là. Donc ça va être vraiment très dommageable pour les lieux, encore plus que la Révolution française. Donc sans plus tarder, on va entrer dans l'église pour que je vous raconte l'histoire de Saint-Antoine et du village. On y va. Voilà. Donc les ossements de Saint-Antoine sont conservés dans le maître-autel face à vous, derrière moi. On ira donc faire le tour tout à l'heure et on apercevra la châsse qui contient les reliques de Saint-Antoine l'Égyptien. Alors qui est-il? Saint-Antoine l'Égyptien, on le confond parfois avec le plus connu des Saint-Antoine de l'histoire chrétienne, Saint-Antoine de Padoue. Alors c'est pour ça que je le resitue un petit peu dans l'histoire. Saint-Antoine l'Égyptien est né en 251 en Égypte. Il serait mort 105 ans plus tard, en 356, selon la légende, toujours en Égypte. Donc il est né et il est mort en Égypte. Il faisait partie de la première communauté chrétienne d'Égypte, qu'on appelle la communauté copte. On sait que vers l'âge de 18-20 ans, ses parents décèdent, donc il devient orphelin. Et suite à ça, il va recevoir l'héritage de sa famille, un héritage conséquent qu'il va vendre. Et l'argent, il va faire le choix de le distribuer aux pauvres, puisqu'à partir de ce moment-là, il veut se consacrer à sa vie spirituelle, à Dieu, mais de manière totale. Donc il va partir vivre dans le désert en ermite toute la fin de sa vie. Il va avoir différents lieux d'ermitage. On sait qu'il va séjourner dans des tombeaux égyptiens, dans une ruine romaine, et il va finir sa vie dans une grotte près de la mer Rouge sur le mont Kolzoum. Assez rapidement, dans sa vie d'ascèse, de prière, de méditation, il va expliquer que le diable est venu le harceler dans ses rêves, sous forme d'apparition. Le diable a pris différentes formes pour essayer de le tenter et qu'il cède à cette vie monastique entre guillemets et qu'il retourne dans le monde à une vie plus facile. Et Saint-Antoine résistera toujours à ces tentations. C'est assez connu, le thème des tentations de Saint-Antoine, qui a été beaucoup repris par les artistes même contemporains. La seconde chose, c'est qu'il souhaitait vivre, Antoine, dans la solitude, dans le désert, mais... Non, t'as de la chance,
Donc Antoine souhaitait vivre dans la solitude, mais ça ne sera pas le cas puisque il va faire de nombreux disciples. D'autres chrétiens vont le retrouver dans le désert, recueillir son enseignement et l'imiter. D'ailleurs, on l'appelle le père des moines d'Orient. Donc c'est pour ça que pour les chrétiens, il est très important. Il est l'un des fondateurs du monachisme chrétien. Un autre élément, c'est qu'il va guérir des personnes dans le désert. Donc l'Église va le reconnaître comme un saint guérisseur. Alors comment son squelette, puisqu'il il est mort donc dans une grotte près de la mer Rouge en Égypte, on sait que ses ossements ont été transférés à Alexandrie 2 siècles plus tard et qu'au 7e siècle, suite à la reconquête musulmane de la Méditerranée, les chrétiens transfèrent certaines de leurs reliques conservées à Alexandrie à Constantinople. Et c'est le cas des ossements de saint Antoine. Donc à partir du 7e siècle, ces ossements sont conservés dans une église de Constantinople. Alors, comment de Constantinople les ossements arrivent ici à ce petit village du Dauphiné? C'est grâce au seigneur des lieux ici au XIe siècle. Donc on fait un saut dans le temps, on arrive au Moyen-Âge. C'est grâce au seigneur qui s'appelait Josselin. Ce seigneur donc, part en pèlerinage en Terre Sainte, donc vers 1080. Il part en bateau jusqu'à Jérusalem et sur le chemin du retour, il s'arrête dans la ville de Constantinople. Il va remplir une mission militaire pour l'empereur de Constantinople, Diogène IV. Il va la réussir avec succès et il va demander en échange de prélever certaines reliques pour les ramener sur son territoire. Il va faire le choix d'emmener les reliques de saint Antoine l'Égyptien. Voilà comment... Donc voilà, vous avez une idée de ce que pouvait être la décoration d'origine ici dans cette chapelle, où vous avez un ensemble de fresques. Vous pouvez tous entrer, hein, c'est une des plus belles chapelles, n'hésitez pas. Vous avez un ensemble de fresques du XVe siècle d'un peintre avignonnais. Je vais vous commenter celle-ci puisque c'est la plus originale et la plus aboutie. Donc vous avez une crucifixion au centre et différents personnages de part et d'autre. Complètement à gauche, vous avez le saint patron de l'église, saint Antoine l'Égyptien. Ensuite, agenouillé, vous avez le donateur, celui qui a payé pour décorer les murs de cette chapelle. Donc il s'est fait représenter en son honneur. Il s'agit de l'abbé Géranton et d'ailleurs il s'est fait inhumer dans cette chapelle. Vous avez la Vierge Marie qui est représentée ici comme dans une bulle. Elle est très belle, recroquevillée sur elle-même. Ce Christ, il est surprenant parce qu'il est complètement nu et asexué. Ça, c'est assez rare comme représentation. Vous avez ensuite Saint Jean. On le voit lui aussi détourner le regard. Et ce dernier personnage, c'est Saint Michel l'Archange qui aide Dieu au jugement dernier à peser les âmes. C'est la pesée des âmes. Voilà. Alors, il y a une belle photo à faire. Là, je vois des photos des caméras. Ça aussi, c'est assez surprenant et beau à voir. Vous avez une ouverture qui a été faite dans chaque chapelle qui permet donc d'avoir une vue comme ça en perspective sur les chapelles qui s'échelonnent côté nord. On va se rendre jusqu'aux reliques de Saint-Antoine. On va attendre tout le monde. Alors, vous avez compris, hein, on se trouve derrière le maître-autel, qui est un maître-autel monumental et mausolée, en marbre noir de Savoie et en bronze. Et donc il contient derrière la grille la grosse châsse de Saint-Antoine qui date de la même période que le maître-autel, XVIIe siècle, après les guerres de religion. C'est une châsse qui est toute en bois, recouverte de plaques d'argent qui racontent les étapes importantes de la vie de Saint-Antoine. Vous avez couronné le symbole de l'ordre des Antonins entre les deux anges. Il s'agit de la lettre T, qui est le T de l'alphabet grec, qu'on appelle le tau. Alors pourquoi l'ordre des Antonins choisit comme blason le tau d'azur sur fond d'or, cette lettre T? C'est en référence à saint Antoine l'Égyptien. Le premier attribut qu'on lui donne, c'est sa canne en forme de T qu'on va appeler le tau. Voilà, tout simplement, ils reprennent la canne d'Antoine. Ça peut évoquer aussi une béquille. Donc je m'explique, les moines antonins se sont spécialisés dans la guérison du mal des ardents,
qui était une maladie qui s'attrapait par le seigle. Parfois, avec l'humidité, se développe un champignon parasite, l'ergot de seigle, qui empoisonne le sang des gens et leur gangrène les bras ou les jambes. Donc ces gens ici étaient amputés dans les hôpitaux du village qui étaient dirigés par les moines antonins. On les appelait les démembrés, ceux qui survivaient à ces amputations et au mal des ardents. Et ces démembrés avaient des béquilles, bien souvent. C'est la béquille des démembrés et de manière symbolique l'aide aux malades. Vous voyez en dessous une colombe dans l'œil de bœuf. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, une mise en scène a été faite autour de cette colombe, puisqu'à 2 dates dans l'année, s'il y a du soleil en fin de journée, son ombre est projetée sur le sol et elle vient se poser à un endroit précis. C'est pas au solstice, c'est aux équinoxes, c'est le 3 mai et le 6 août. Pardon. L'ombre de la colombe vient s'encastrer pile sur le triangle que vous voyez ici. Donc la colombe symbolise le Saint-Esprit, le triangle, la Trinité qu'il place au cœur du cœur, donc la partie la plus sacrée de l'Église réservée aux religieux. C'est le jour de la transfiguration du Christ, c'est une fête de la lumière. Donc un jeu avec tous ces grands symboles. Et puis c'était aussi pour ces moines antonins qui étaient des érudits, un repère solaire, puisqu'ils étaient passionnés d'astronomie et de mathématiques. Donc il y a plusieurs points éclairés donc, dans l'Église qui servaient de repère solaire pour régler les horloges, etc. Alors, on se trouve dans le chœur et l'abside qui sont recouvertes de stalles. Vous avez 97 stalles où siégeaient les religieux, avec toujours, je vous demande de ne pas le faire parce que ça les abîme, le siège qu'on peut soulever, puisque les offices rythmaient la journée des religieux, ils devaient être debout, et ils avaient cette petite planche qui leur permettait de paraître debout et d'être assis. Vous avez sur les murs des tapisseries d'Aubusson de 1623 qui racontent la vie de Joseph, le patriarche. Donc nous avons les 10 pièces, elles ne sont pas toutes exposées dans l'église. Et enfin les vitraux, assez récents du 19e siècle, on voit au centre Saint-Antoine égyptien avec tous les attributs qui le définissent. On retrouve la canne qui est là représentée en forme de croix, c'est bien souvent plus en forme de tau. Accroché à la canne de Saint-Antoine, on voit une clochette qui symbolise le droit de quête de l'ordre des Antonins. À ses pieds, le cochon de Saint-Antoine qui est très connu, qui symbolise le droit qu'avaient les moines antonins d'élever des porcs en grande quantité et en toute liberté. En 1754. Donc cette chapelle date du milieu du XVIIIe siècle. Étienne Galland aimait les belles choses et il se commande sur les murs des boiseries en chêne de Hongrie. Donc le chêne de Hongrie, c'est une appellation. Le traitement du chêne de Hongrie est très long. Le chêne est trempé 15 ans dans l'eau, on le laisse sécher encore 15 ans et on récupère le cœur du tronc pour donc confectionner ces boiseries, qui le rend très dur, très dense. Et il garde aussi cette couleur claire assez étonnante. Parmi les autres choses remarquables ici, donc cette partie-là servait d'hôtel. Vous avez une copie d'une œuvre qui se trouve à Paris, la lapidation de Saint-Étienne de Charles Lebrun. Et vous avez ce meuble dans la partie inférieure qu'on appelle un chapier, qui est tout à fait exceptionnel, qui permet d'étaler à plat, voilà, sur toute la surface, les vêtements liturgiques, notamment les chapes, qui sont les grandes capes d'abbé, d'où le nom chapier. Puisque vous allez voir, les tiroirs ont la forme des chapes, c'est-à-dire ce sont de grands tiroirs en demi-cercle rotatifs. Il y en a 7. Je vais vous en montrer un ou deux. Comme vous êtes très nombreux, ceux de devant...
la carte, mais on doit y pouvoir y arriver à la départementale, mais... Lyonnaise, c'est de l'autre côté. Ouais. Celle-là, il faut quand même... Voilà, c'est celle-ci. On l'avait vu tout à l'heure. Voilà. C'est gentil de sa part, oui. Très gentil de sa part. On leur dire qu'ils s'affichent. On a 5 km. On a fait 1 kilomètre depuis le Carrefour. Il y a marqué 6. 5 minutes à pied. Donc c'est la maison belge. Là, ils descendent en bas, là où... C'est celle vers l'arbre là-bas. Grand arbre qui monte dans le ciel, là. C'est bon.